Détecter, répondre efficacement aux menaces, quelle approche adopter? La réponse va être donnée, on l'espère, par Jérémy Voisin, qui est expert à la société Keops Technologies. Merci à vous, bienvenue. Merci C'est parti. beaucoup. Bonjour à tous. Donc en effet, on va passer 15 petites minutes ensemble sur un sujet assez important, c'est détecter et répondre aux menaces, finalement, quelle approche adopter. Du coup, Jérémy Voisin, je suis le directeur de la division cyber du groupe Keops. En quelques mots, très rapides sur moi, le but c'est pas de faire une présentation, c'est que j'ai un profil assez atypique comme directeur, je suis très opérationnel, très technique. Je viens du monde de la sécurité offensive, spécialement dans le monde du web. Et du coup, voilà, je m'occupe de la cyber chez Keops. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais de la cyber. J'ai eu la chance de fournir des services pour différents types de clients, des ONG. Je travaille beaucoup pour les gouvernements. On va gérer écoles, hôpitaux, police, prisons, etc. Donc, plutôt assez diversifié au niveau des clients. Un mot très rapide sur nos services. Donc, on accompagne nos clients sur. On a construit nos services autour d'un framework qui s'appelle le framework NIST CSF dans sa version 2.0. Ça n'a rien à voir avec NIST 2. Et le gros de nos services, clairement, c'est la partie détection et réponse. Faut savoir qu'à date, donc nous on fait du SOC depuis 2014. Donc avant que ce soit un terme à la mode, galvaudé, où tout le monde dit qu'il fait du SOC, mais finalement, qu'est-ce qui est derrière dès qu'on creuse? À date, c'est 70 000 assets couverts à travers le monde avec nos propres agents pour plus de 300 000 utilisateurs. On a la chance aussi de faire partie de différents réseaux, notamment d'être membre du réseau FIRST. On est certifié ISO 27001, 27035. On est membre de différents ISAC, dont des ISAC sur la finance pour accompagner nos clients bancaires. Du coup, comprendre un peu le contexte mondial. J'aime bien démarrer mes présentations par comprendre un peu le contexte, voilà, pour dresser un peu un tableau. On ne va pas se focaliser sur la première statistique, même si elle est assez importante, qui est l'augmentation des cyberattaques ciblant les environnements cloud publics, essentiellement Microsoft 365. Pourquoi? Parce que finalement, si je compromets un compte mail à l'époque, j'avais accès aux emails. Maintenant, je compromets un compte 365, j'ai accès aux emails, aux Teams, au SharePoint, au OneDrive et à toutes les applications SSO qui sont connectées. Et même si on met du MFA, il existe des attaques, notamment sur des plateformes type Tycoon et autres, qui permettent de contourner ces MFA. En réalité, on est plus sur du replay de MFA en mode un peu man in the middle. Mais du coup, on a quand même ces contournements. Donc, grosse augmentation des attaques. Élément assez important quand même, c'est 6130. C'est le nombre de victimes totalement recensées sur les Ransomware Live, donc sur toutes les plateformes de groupes de ransomware. C'est une sacrée augmentation par rapport à 2023, donc c'est 15% d'augmentation de victimes. À savoir que quand on est victime d'un groupe de ransomware, ce n'est pas forcément un chiffrement de ma data, c'est de plus en plus dur de chiffrer les données dans un SI. Par contre, ça peut être juste un vol, une extorsion, comme on a pu le voir récemment sur des gros groupes français, dont Autosure. Pareil, la grosse motivation du cybercrime, ça, Chainalysis, c'est un organisme qui surveille tout ce qui est wallet, Bitcoin, Ethereum, etc., associé au cybercrime, pour essayer de dresser un tableau des revenus. Il faut savoir qu'en 2023, ça a remporté 1,1 milliard de dollars, qui correspond à uniquement 47% des gens qui ont payé les rançons. Et finalement, en 2024, qu'est-ce qu'il en est? 2024, année de tous les records, et pourtant on a une baisse assez significative de 35% des revenus associés au cybercrime sur les rançons. Mais ça a quand même remporté 815 millions. On a une baisse des revenus, pourtant on a une augmentation drastique des attaques. Là, je vous ai graphé les attaques par un groupe de ransomware en 2024. On voit qu'on est clairement sur une tendance à la hausse, ce n'est pas du tout à la baisse. Et ça se confirme aussi si on regarde l'évolution en somme cumulée des cyberattaques par un groupe de ransomware. On voit que sur le niveau de février sur 2025, on est quasiment au même niveau qu'en mois d'avril sur un 2024 et 2023. Donc oui, il y a plus de cyberattaques et c'est un contexte qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. Autre élément, c'est pas très bien aligné, France en première ligne, malgré, je vais d'ailleurs les jouer dans l'autre sens, les slides, l'ANSSI a sorti son panorama très récemment, a expliqué qu'il y avait eu autant de victimes de ransomware en 2024 qu'en 2023. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on est victime d'un ransomware qu'on n'est pas victime d'un groupe de ransomware. D'accord ? On le voit assez bien en termes de répartition, grosso modo sur les PME, les ETI. Mais c'est surtout ce graphe-là qui est super important. Bon, ça n'aime pas trop le retour arrière. Malgré le fait qu'on dise qu'il y a eu autant d'attaques par groupe de ransomware en 2024, pourtant la CNIL, elle, notifie 20% de plus de violations de données en 2024 qu'en 2023.
Donc c'est ça que j'expliquais, le gros ransomware évolue constamment. Maintenant, on va vraiment chercher à voler vos données. Chiffrer maintenant un SI, c'est de plus en plus compliqué grâce aux EDR, etc. Par contre, voler de la data, c'est de toujours aussi facile. Et du coup, finalement, quand on parle de détection de ces menaces, quand on est au courant de ce contexte-là, concrètement, quels sont les défis principaux de toutes les entreprises, mais surtout de nous, en tant que SOC, pour détecter les menaces? Premier défi, on a quand même une multiplication de tout ce qui est objet connecté. IT, OT, IoT, on a une interconnexion grandissante entre ces systèmes. On a aussi une interconnexion entre le cloud privé, le cloud public, le IaaS, le PaaS, le SaaS, etc. Ça, c'est un premier gros défi qu'on a, nous, en tant que SOC. Ensuite, on a un deuxième gros défi, qui est cette évolution. D'accord ? Donc, on a une évolution des environnements, mais aussi une évolution des groupes d'attaquants. Des nouvelles TTP constamment, donc tactiques, techniques et procédures, des nouveaux outils, etc. Et ensuite, forcément, j'ai plus d'IT, plus d'interconnexion, j'ai plus d'éléments, d'équipements qui génèrent des logs. Je dois aussi surveiller de plus en plus mon threat landscape, mon écosystème cyber. Et donc forcément, je dois avoir des capacités de gestion de volumétrie de plus en plus importantes. Ensuite, on a les problématiques, nous, propres à un MSSP. Moi, actuellement, j'ai des clients dans 25 pays. Chaque pays va avoir un acteur, des types d'acteurs qui vont cibler telle industrie, telle région, etc. Et chacun, finalement, va travailler d'une manière différente. Donc déjà, ça me dresse un gros contexte. J'ai plus d'équipements à surveiller, j'ai plus de TTP d'attaquants, j'ai plus de chemins d'attaque, j'ai plus de logs, et en plus, j'ai beaucoup plus de threat acteurs à surveiller. Du coup, on doit avoir une approche qui tient en compte de tout ça. Et c'est là, on va parler d'approche quantitative versus qualitative. On a beaucoup de SOC qui vont avoir une approche quantitative. Finalement, combien est-ce que j'ai de use case? Quel est mon temps moyen de détection, MTTD, mon temps moyen de réponse, MTTR? Combien est-ce que de nouveaux use cases je crée par mois? Combien j'ai d'analystes? Quelle est ma couverture mitre, etc., etc. Nous, on va avoir plutôt une approche basée sur la pertinence, donc une approche qualitative. Quels sont les threat acteurs qui ciblent mes clients? Comment est-ce qu'ils travaillent? Est-ce que je suis en capacité de les détecter? Est-ce que ma stratégie de détection, c'est la même pour tout le monde? Ou est-ce que je vais l'adapter par secteur, par industrie, par région, etc., etc. Et finalement, la question finale, c'est est-ce que je suis le bon partenaire, le bon prestataire pour protéger mon client? Je sais clairement à date que j'ai des industries, je ne suis pas du tout le bon partenaire parce que je ne connais pas les threat acteurs, je ne sais pas les modéliser, etc. Ça, c'est super important d'avoir cette approche-là. Et du coup, nous, on a une approche qualitative à double vision. Double vision, pourquoi? Parce qu'on va avoir une stratégie de détecter ce qui est connu, donc les non-threats, et ce qui est inconnu, les unknown threats. Pour détecter tout ce qui est non-threat, là, pas d'invention basée sur le renseignement. C'est Sun Tzu qui disait « Connaissez-vous vous-même, connaissez vos ennemis, et dans une centaine de batailles, vous ne serez jamais en péril. » Là, c'est pareil. Finalement, l'équipe de renseignement, chez nous, là, c'est un exemple avec un OpenCTI, va graffer les acteurs malveillants, va nous dire OK, les acteurs malveillants du moment, c'est eux, ils travaillent dans telle région, telle industrie, etc. Et du coup, ça va permettre aussi de fournir les TTP, basés sur la pyramide of pain, de nos attaquants. Finalement, mon attaquant, comment il est mappé, comment il fonctionne. Et tout ça va permettre de l'émuler, faire ce qu'on appelle de l'adversary emulation. Donc, le SOC, l'équipe de renseignement me fournit des informations, je vais modéliser mon attaquant, je vais venir le jouer dans un environnement qui simule une entreprise, et je vais pouvoir évaluer qu'est-ce qui a sonné, qu'est-ce qui n'a pas sonné. Si on prend l'exemple avec le groupe Akira, donc le deuxième groupe le plus actif en France en 2024, l'équipe de renseignement va dire OK, Akira, voici les pays dans lesquels ils sont le plus actifs au monde, et voici les industries, enfin en Europe, voici les industries dans lesquelles ils travaillent. Du coup, si moi je sais que j'ai un client dans le transport qui travaille en France, en Italie, au UK et en Allemagne, la probabilité qu'il rencontre cet acteur malveillant, elle est très forte. Du coup, moi, je dois m'assurer d'être en capacité de détecter cet acteur malveillant-là. Donc du coup, on va le jouer. L'équipe de renseignement fournit toutes les TTP. On va venir le jouer, cet acteur malveillant, et on va monitorer, finalement. Quel est mon taux de détection? Est-ce que pour chacune des activités qu'a fait l'attaquant, j'ai un log? Ça va permettre à de l'investigation, à du threat hunting, etc. Et quel est mon taux d'alerting? Est-ce que pour chaque use case qui couvre cette tactique mitre, ça a bien sonné? Donc quel est mon taux d'alerting? Et si je n'ai pas un niveau qui est correct,
et bah, du coup, je peux dire que je ne suis pas pertinent, donc je dois retravailler ma détection. Ça, c'est très bien, mais ça a une grande limite, ce modèle. La limite, c'est quoi? C'est que c'est basé sur Mitre. Mitre Attack, qui est le seul framework qui permet de mapper le comportement d'un attaquant. Le problème, c'est que depuis 2018, on est déjà à la 16e version majeure de Mitre. D'accord? Et la dernière, en octobre, elle a mis à jour 19 nouvelles techniques, 33 nouveaux logiciels, et surtout, j'ai mis à jour 38 groupes d'attaquants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi, je vous dis, allez, je couvre 100% de Mitre, ce qui est impossible. Je couvre 100% de Mitre, ça ne veut pas dire que je couvre 100% des menaces. C'est-à-dire que je couvre 100% des menaces qui sont connues à l'instant T. Donc c'est là la grosse limite de ce modèle. C'est là que finalement, on va voir la deuxième approche, qui est comment je détecte ce qui est inconnu, la unknown threat. La double approche. Approche basée sur la détection d'anomalies comportementales. On va utiliser des modèles d'IA avec du machine learning, mais surtout, on va utiliser la détection statique. Pourquoi? Parce que l'attaquant, quand il va venir vous compromettre, il n'est pas au courant de votre baseline, il n'est pas au courant de comment vous fonctionnez chez vous. Du coup, on va venir coder ce comportement-là. Nomenclature de compte, imaginez que vous ayez du tiers modèle, on va dire, OK, telle nomenclature de compte ne peut pas se connecter à telle nomenclature de serveur. OK, ça, on va le coder en use case. Dès qu'il y a une déviation de cette baseline, alerte. Présence de machines qui ne respectent pas votre nomenclature. Requête DHCP, DNS, etc. D'une machine qui n'est pas une de vos machines sur votre réseau. Pourquoi? Si vous avez une sécurisation sur une infrastructure, l'avantage, c'est qu'on connaît sa matrice. On a ce qu'on appelle un DAT. Et on va venir le coder. D'accord? Quelle machine est censée communiquer avec quelle machine? Sur quel port? Etc. Et finalement, dès que j'ai une déviation de cette matrice, alerte. Est-ce que c'est une personne qui vient de faire un changement, qui n'a pas respecté un process, et du coup, je n'ai pas mis à jour ma matrice? Est-ce que c'est un attaquant qui vient d'ouvrir un nouveau port, qui essaye de faire des déplacements latéraux, etc., etc. Et après, bien sûr, tout ce qui est machine learning, supervisé, non supervisé, pour essayer d'identifier au plus tôt une anomalie dans mon réseau, une connexion VPN anormale, une machine qui d'un coup fait des communications vers des ports anormaux, etc., etc. Et finalement, la combinaison parfaite, c'est vraiment de ce double modèle. Sur la même source de données, un Fortinet par exemple, on va le passer dans ces deux approches. Une approche match rules, basée sur ce qui est connu, et une approche sur de l'anomalie, basée sur ce qui est inconnu, avec de la supervisée, non supervisée, comme j'expliquais, avec du machine learning. Tout ça, on va le remerger ensemble pour dire finalement, est-ce que je fais une alerte en 1 pour 1? Est-ce que je fais de la corrélation d'alerte? Plusieurs signaux faibles vont devenir un signal fort, etc., etc. Et ça, c'est vraiment une approche qui va nous permettre de détecter ce qu'on connaît, mais surtout ce qui est inconnu au niveau des menaces externes, mais surtout ce qu'on néglige au niveau de la menace interne, l'insider threat. Cette machine, pourquoi elle a ce comportement-là? Pourquoi d'un coup, l'utilisateur, sur sa baseline, il accède à 1000 fichiers par heure? Là, on a accédé à 100 000. Qu'est-ce qui vient de se passer, etc. Tout ça pour faire des levées de doute, pour identifier au plus tôt un problème. Finalement, le mot de la fin, pour comprendre aussi pourquoi on a besoin de cette approche, c'est qu'il y a trop de menaces pour concentrer sur toutes. Cette présentation elle a été faite le 9 mars. On comptait en groupe actif plus de 240, donc 241 groupes de threat acteurs actifs. Et à date, on avait déjà 1700 victimes de ces groupes. Donc, il y a un contexte qu'on l'expliquait tout à l'heure. Le but, c'est pas de... Alors ça va faire très phrase de cinéma, mais le but, c'est pas de promouvoir la peur, mais d'encourager l'espoir. Faire comprendre qu'il y a un contexte derrière, mais que ce n'est pas factuel. D'accord? Quand je dis qu'on a trop de menaces pour concentrer sur toutes, on a aussi trop de vulnérabilités. Je vous ai graphé ici l'augmentation des CVE avec le temps. On voit que plus de 40 000 vulnérabilités ont été publiées en 2024, soit 11 000 de plus qu'en 2023. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on va regarder, je n'ai pas de slide là-dessus, mais le score moyen des vulnérabilités publiées. Le score moyen, c'était 7,2. Donc c'est une vulnérabilité considérée comme haute. Il faut savoir que 25% des vulnérabilités hautes sont exploitées en moins de 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne suis pas en capacité de patcher un système en moins de 24 heures, il ne devrait pas être public facing. Il ne devrait pas être accessible sur Internet sans un mécanisme de contournement ou de protection, type un WAF, etc. Autre élément de l'approche qualitative, finalement, c'est une adéquation avec les menaces réelles. On a vu beaucoup trop de menaces, beaucoup trop de vulnérabilités. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur tous les acteurs malveillants. Vous devez vous concentrer sur les acteurs qui peuvent vous impacter, vous, vraiment, avec vos propres capacités. Ça va permettre de valider vos capacités de défense, avec des tests statiques, avec des tests avancés, de faire de l'adversary emulation, etc. C'est très bien d'avoir des défenses, c'est très bien d'avoir un SOC, mais c'est mieux de le tester avant que ce soit les attaquants qui s'en chargent. Donc le but de cette approche-là, c'est de vraiment pouvoir tester en continu votre SOC. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.
S'il y a la moindre question, vous pouvez venir sur le stand G39, avec grand plaisir, on peut discuter, faire une démonstration, ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Parfait.